Bonsoir à tous. Notre invité aujourd'hui est bourgmestre de Namur, mais il est aussi président de parti, un parti qui est en pleine mutation, le CDH, qui a décidé de se transformer en un mouvement qui porte le nom d'Engagés, les engagés au pluriel. Fini l'orange, qui était la couleur historique du PSC, et bonjour le turquoise. On accueille celui qui est le président de ce mouvement et qui remet son mandat en jeu, c'est Maxime Prévost. Bonjour Maxime Prévost, bienvenue. Les engagés, ça va être ma première question, c'est la plus simple et en même temps la plus compliquée. C'est la continuité du CDH ou c'est un nouveau projet ? C'est d'abord et avant tout une rupture par rapport à la particratie. Moi, je suis intimement convaincu qu'on vit une époque où les partis politiques traditionnels, tels qu'ils se sont conçus depuis parfois plus d'un siècle, sont complètement dépassés. Et au demeurant, on voit bien le phénomène de rejet des citoyens à leur égard qui est de plus en plus grand parce que simplement, il n'y a pas de réponse satisfaisante qui est procurée par ces structures qui ont tendance davantage à défendre un passé, à essayer de camper un héritage, plutôt que de proposer des solutions orientées vers le futur, des pistes d'avenir. Et c'est ça que je veux changer avec ce nouveau mouvement, les engager pour une vraie régénération de notre société. C'est quoi la différence entre un parti et un mouvement ? Et comment vous allez la marquer, cette différence, et surtout la maintenir dans le temps ? Elle n'est pas que sémantique, qu'on pourrait en rigoler en disant « oui, on appelle carpe, je fais de toi un lièvre » ou inversement. Il n'en est rien. La volonté, en parlant d'un mouvement qui prend parti pour des causes, pour des valeurs, pour des propositions, c'est qu'on veut quitter finalement la structure très verticale, habituelle des partis politiques et être beaucoup plus dans l'horizontalité pour co-construire un projet avec les citoyens, avec les adhérents et pas simplement leur demander leur opinion une fois tous les 5 ou 6 ans. Mais donc concrètement, il faut quand même, pour qu'on entende ma parole, il faut quand même que je sois membre de ce parti-mouvement, ou si je peux venir de l'extérieur et participer au débat. Bien entendu. Pendant 2 ans, on a ouvert les portes, les fenêtres pour oxygéner la pièce, quitter un peu notre zone de confort. Vous pouvez, comme simple citoyen, en colère vis-à-vis de la politique ou bien en interrogation, vous impliquer à nos côtés. Maintenant, évidemment, il faut que les choses se fassent avec un minimum d'ordre et de méthode. Et donc, lors des moments de décision à l'interne du mouvement, il faudra pouvoir en être un adhérent, bien entendu. Ça veut dire qu'il y aura quand même une discipline de parti, que je ne pourrai pas prendre à la carte ce qui m'intéresse et dire que je ne suis pas d'accord avec le reste ? Mais je pense qu'on vit aussi à une époque où ce côté de parti pour lequel, en réunion de bureau, on donne une consigne et tout le monde met le doigt sur la couture du pantalon, elle est assez révolue. Bien entendu que nous avons une colonne vertébrale, un manifeste clair avec des positions auxquelles nous souhaitons que nos propres parlementaires, évidemment, non seulement adhèrent, mais les défendent. Mais il y a des sujets, singulièrement les sujets éthiques, c'est aussi une touche que j'apporte, sur lesquels on fait finalement appel au parcours intime de vie de chacun qui ne nécessite plus des votes massifs. Je pense qu'on doit pouvoir aussi être aujourd'hui dans une démarche qui est plus en phase avec ce que sont les réalités et sensibilités diverses des citoyens et des parlementaires. La liberté de vote sur un sujet, c'est difficile de savoir ce que pense réellement ce parti, notamment sur les questions éthiques. Non, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas une doctrine désengagée sur des questions très précises, sur l'euthanasie, l'avortement, des questions de société de ce genre-là ? Exactement, parce que je pense que ce sont, comme je viens de l'expliquer, des thématiques qui appellent à l'histoire personnelle des uns et des autres. On a tous connu autour de nous des personnes qui ont été confrontées une fois à l'euthanasie, une fois à la question des couples homosexuels, une autre fois peut-être à l'avortement. Et je pense qu'on ne peut pas simplement être dans une démarche de monobloc sur des votes comme ceux-là. Pour le reste, sur toutes les dimensions socio-économiques, sur le combat environnemental, sur toute cette régénération de nos libertés, de notre démocratie, bien entendu qu'il faut une colonne vertébrale commune et donc une capacité pour l'ensemble de nos élus à pouvoir porter un message cohérent et unique. Alors, vous êtes candidat à la présidence des engagés, on y reviendra sans doute. Il y a un autre candidat qui vous challenge, on l'avait dans cette émission hier, il s'appelle Marc-Antoine Matthijssen, il a été membre du PSC et du CDH autrefois, il avait quitté le parti, il avait suivi Gérard Deprez, il revient maintenant dans le parti en vous challengeant puisqu'il présente lui aussi une équipe de candidats à la présidence et à la vice-présidence. On va écouter ce qu'il disait de vous, c'était hier. Ça fait 18 ans qu'il est à la tête du parti où qu'il a exercé des responsabilités. En 2004, il est monté à bord de l'équipe de Joël Milquet comme directeur politique. Et je crois qu'il est temps, avec un nouveau parti, nouveau statut, nouveau logo, peut-être de changer aussi de présidence et de lancer directement une nouvelle génération en politique. Donc un nouveau mouvement, un nouveau visage, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Voilà. Et je salue son travail qu'il a fait jusqu'à présent. Donc il a rénové le parti, mais maintenant, je crois qu'il faut passer le relais à une nouvelle génération. Avec les engagés, on peut justement
ramener les anciens chrétiens démocrates, et c'est ce que Jean-Pierre Venaté mettait aussi, donc les anciens chrétiens démocrates qui ont quitté le parti. Alors la question est, est-ce que nous, on a été infidèles ou c'est le parti qui a été infidèle? Et je crois que le parti, on l'a dit quand même souvent, CDH a été scotché au PS. Donc le CDH est un peu parti trop à gauche, parfois trop à droite, et je suis centriste. Et donc quelque part, moi je dis toujours, je suis resté fidèle à mes valeurs. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, 18 ans que vous êtes aux commandes. Oui, Est-ce que c'est pas trop? D'abord, c'est un scoop. Je rappelle que j'ai été élu président en 2019, à la succession de Benoît Ludgen. Par contre, c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe du staff national auprès de Joël Milquet dès 2004. Est-ce que c'est trop? Je pense que la vie est faite de cycles et donc viendra le moment où moi-même, il faudra que je passe la main. Mais ça me semble logique aujourd'hui, après avoir fait un tel travail de rénovation de fond en comble, de la cave au grenier, de nos projets, valeurs et idées, que je puisse aller quelque part, jusqu'au prochain scrutin certainement, défendre cette mutation et m'assurer de l'adhésion des militants. Au moins jusqu'en 2024, au moins jusqu'aux législatives de 2024, c'est ça que je dois comprendre. Le mandat court pour 5 ans. Bon, deuxième critique, le CDH, avant de devenir les engagés, a été scotché au PS et il faut le ramener un peu plus sur la droite. Oui, maintenant je souris quand on entend cette ritournelle, on a été scotché au PS. Je ne suis pas certain que c'est la conviction de 2017 avec ce changement de majorité au gouvernement wallon qui... Quand Benoît Ludgen a débranché la prise et qu'il a rappelé le mouvement réformateur. Exactement. Donc je pense qu'on a surtout été scotché à nos convictions personnelles. La question de la gouvernance et de la bonne gouvernance a toujours été un point d'orgue de la formation centriste que j'ai le plaisir de présider aujourd'hui. Et donc, quand on a changé de gouvernement à l'époque, c'est parce qu'il y avait une succession de scandales auxquels il nous était impossible de pouvoir être assimilés. Donc, je pense que ce que l'on doit porter comme projet, c'est pas d'être ni dans le sac à dos de la gauche, ni dans le sac à dos de la droite. Je reste d'ailleurs convaincu que c'est complètement dépassé. Quand vous discutez avec les citoyens au quotidien, ils vous parlent de leurs factures, des problèmes qu'ils rencontrent, des questions de handicap, de l'emploi qu'ils recherchent et qu'ils ne trouvent pas. Et ils se fichent pas mal de savoir si on les catégorise de gauche ou de droite. Vous savez, les étiquettes, elles divisent et les valeurs, elles rassemblent. Et c'est autour de valeurs que je souhaite porter un nouveau projet. Alors, on est vendredi. Le vendredi, on prend les questions des téléspectateurs de BX1. Bonjour Camille Payot, c'est vous qui êtes à la rédaction, qui sélectionnez ces questions. Première question. Bonjour. Alors nous avons eu quelques questions d'internautes qui s'interrogent sur l'avenir du parti à la suite de son changement de nom. C'est notamment le cas de Jean-Pierre et de Carlos. Le premier, Jean-Pierre, se demande pourquoi avoir changé de nom et si c'est dans le but de pouvoir gagner les prochaines élections. Et Carlos pense qu'à force de changer de nom pour des renouvellements, c'est la mort du parti. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, est-ce qu'on a l'intention de gagner les prochaines élections? Oui, on a l'intention en 2024 de faire un meilleur résultat qu'en 2019. Et 2019 a été finalement un moment assez salutaire. Je rappelle que la proposition nous était faite de rentrer à nouveau dans les gouvernements et que je l'ai refusé. Nous l'avons refusé. Vous ne le regrettez pas? Je ne le regrette pas parce qu'on n'aurait pas été en capacité d'aller aussi loin, aussi en profondeur dans le renouvellement de l'ensemble de notre doctrine si on ne l'avait pas fait depuis les bancs de l'opposition. Et je pense qu'il fallait de toute manière respecter les électeurs. On ne peut pas, durant une campagne, à chaque fois dire tout va dépendre du signal des électeurs que nous respecterons. Et puis une fois que le scrutin est arrivé, chacun fait l'école des fans en estimant que tout le monde a gagné et qu'il n'y a aucun signal qui a été donné. 2. Est-ce qu'on ne risque pas de diluer une identité? Je ne crois pas. Je pense que le CDH était, on le voit dans les sondages qui ont eu l'occasion de se succéder, une marque qui était aussi devenue un peu à la peine. Et donc il nous fallait non pas renier des valeurs, mais pouvoir les porter dans un projet qui soit beaucoup plus contemporain. Aujourd'hui, les gens ont un rapport, et les jeunes générations singulièrement, mais très différent au temps, à l'argent, au déplacement, à l'environnement. Et donc on a des propositions socio-économiques qui sont faites par les partis traditionnels qui trouvent leur origine à l'après-guerre, à un moment où la croissance était présente, où on savait satisfaire les revendications sociales par un gâteau qui croissait. Maintenant, la croissance n'est plus présente, certains l'estiment même plus vertueuse pour des questions environnementales, et donc on doit repenser notre rapport à ces défis de la révolution climatique, de la révolution numérique, et donc proposer quelque chose de novateur. Et c'est ce que les engagés font. Vous seriez décroissant ou pas?
Non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. La décroissance ne va pas améliorer le quotidien de chacun. Alors, on va parler de ces élections. Il faut se présenter avec une équipe, avec donc un candidat vice-président wallon, un candidat vice-président bruxellois. On va voir la photo de celui que vous avez choisi pour être à vos côtés et représenter Bruxelles. C'est Ivan Vergoestraeten. Un petit mot, pourquoi c'est lui que vous avez choisi? Alors, ce n'est pas le seul à mes côtés pour représenter Bruxelles, puisqu'il y a également Gladys Kazadi. J'ai choisi, c'est la première fois, 2 vice-présidents bruxellois. C'est d'abord une conviction forte qu'il faut pouvoir aider les francophones à s'en tirer dans la mécanique institutionnelle qu'est la nôtre, d'abord en aidant Bruxelles à s'en sortir. Yvan est quelqu'un qui nous vient de la société civile, qui vient par conviction, pour ses tripes. Il n'y vient pas pour son profit personnel, il n'en a pas besoin. Il est à nos côtés, et il l'a dit sur votre plateau, parce qu'il croit dans le côté novateur du projet que les engagés portent. Et Gladys Kazadi, elle est présente comme députée échevine de Berchem-Sainte-Agathe, mais aussi parce qu'elle est ancrée dans le terrain associatif, dans le terreau local, et nous souhaitons aussi travailler avec Rachida Zahoum, avec Céline Frémaux, avec Christophe de Beukelaar, Véronique Lefranc, Pierre Compagnie et j'en passe, pour pouvoir réellement faire de Bruxelles une terre de futur. C'est le premier mot qu'on voit apparaître dans votre générique, et c'est probablement celui qui résonne le moins en région bruxelloise pour le moment. C'est une région qui n'a pas de projet. Alors, je vous propose d'écouter Ivan Vergoestraeten, on va en reparler juste après. Moi, je suis vraiment candidat, je suis candidat à avoir de l'impact. Par contre, où et comment, je ne sais pas. Mais j'ai la simplicité de vous dire qu'évidemment, si je m'engage, c'est pour jouer un rôle moteur, y compris dans un exécutif. Si un jour il y a, je poserai ma candidature, on verra bien si on me sélectionne ou pas. Ça veut dire en tout que cas, si je suis les là, c'est pour engagés donner sont tout ce dans que une j'ai. majorité à Bruxelles, vous pourriez être candidat ministre? Moi, je pourrais être candidat là partout où je pourrais avoir de l'impact. Au fédéral aussi? Au fédéral aussi, il y a des questions qui sont fondamentales au niveau du fédéral, au niveau de la région et même au niveau de l'Europe. Il y a vraiment des questions fondamentales, moi, qui me parlent, qui me motivent et qui me donnent envie de m'engager. Candidat ministre, ça on a entendu. Ça veut dire que tout le but de l'opération, les engagés, c'est de permettre au CDH de nouveau être désirable dans un exécutif, c'est ça que vous visez? Alors, le CDH n'a plus à être désirable ou pas, puisqu'il n'est plus présent, il n'existe plus. Par contre, les engagés, cette force centriste qui a vocation à rassembler les gens. Elle a vocation à gouverner? Mais bien entendu. Bien entendu. À tous les niveaux de pouvoir? À tous les niveaux de pouvoir. Nous sommes une force de co-construction avec les citoyens, mais dont l'objectif n'est pas juste d'être un aiguillon, un caillou dans une chaussure, c'est d'être un acteur de changement, c'est de pouvoir impacter les décisions et les orientations. Et c'est ce que nous comptons bien faire à la faveur du scrutin de 24. Alors, deuxième question d'un téléspectateur. Camille Payot. Alors, une de France sur l'influence de la religion. Il rappelle qu'un candidat à la présidence du parti revendique ses valeurs religieuses, qu'un groupe de travail catholique a travaillé en marge de la refondation du parti. Donc, France se demande si ces personnes ne fondent pas leur propre parti, ne risque-t-on pas de voir chez les engagés les fantômes du passé et des élus candidats qui viennent reconquérir leur territoire ? Alors, est-ce qu'il y a toujours un courant catholique fort, marqué, organisé à l'intérieur des engagés? Mais il sera toujours le bienvenu, puisque l'objectif n'est pas de renier ni des questions de spiritualité qui restent essentielles. Finalement, c'est aussi la spiritualité, la quête de sens qui distingue l'homme de l'animal. Et donc, oui, les croyants ont toujours pleinement leur place dans ce mouvement, mais les non-croyants sont aussi accueillis avec la même chaleur. Est-ce que les engagés sont en train de devenir un parti laïque que le CDH a essayé d'être et que le PSC n'était pas? Un parti laïque est déjà un parti qui, s'il était revendiqué comme tel, serait dans l'exclusion. Et donc, ma volonté, ce n'est pas d'être laïque. La laïcité a perdu en Belgique sa capacité d'être neutre et équidistante de tout mouvement depuis qu'elle a accepté d'être subventionnée comme un culte non confessionnel, c'est-à-dire être subventionnée comme les autres. Moi, ce que je veux éviter, c'est de se donner cette impression que notre mouvement est un mouvement a priori de chrétiens qui invite les autres. Les autres seraient les bienvenus, mais comme s'ils étaient des invités connexes. Non, chacun doit être rassemblé de manière égale, avec la même considération, quelles que soient ses convictions spirituelles, parce que ça reste un trésor personnel, mais ce ne sont pas ces questions religieuses qui doivent guider l'action publique. Quand dans le manifeste des engagés, vous proposez la fin du cours de religion, qui doit être remplacé par un cours de citoyenneté, ou le regroupement des réseaux d'enseignement, ça grasse un peu, non? Dans votre aile laïque, dans votre aile chrétienne. Ça a fait évidemment grincer des dents, mais l'objectif, c'était pas de faire un copier-coller par rapport à ce que nous étions. Donc il y a une évolution quand même. Mais bien entendu, et je la revendique et je l'assume. Simplement, le cours de religion, il est proposé de le maintenir en primaire
primaire et de le transformer à partir de la secondaire en cours interconvictionnel. Finalement, ce n'est pas le libre à qui ça pose problème, puisque c'est déjà ce qui se passe, c'est plutôt dans l'officiel que ce n'est pas encore pratiqué. La question des réseaux d'enseignement, on a une communauté française désargentée. Les gens ne comprennent pas l'argent, le temps, l'énergie perdue à avoir tous ces réseaux différents. Faisons en sorte de garder une communauté, donc un pouvoir public qui régule, qui organise, mais donnons la même liberté d'autonomie d'association à l'enseignement officiel que celui dont jouit aujourd'hui l'enseignement libre. Il ne s'agit certainement pas de poser préjudice à l'enseignement libre, c'est finalement de calquer à l'officiel tous les avantages du libre pour qu'un enfant soit enfin égal à un enfant. Question de Marc-Antoine Matthijssen, donc votre challenger. C'est quoi la différence des engagés avec des filles dans le futur ? Déjà sur la question de la laïcité, qui est revendiquée par des filles et donc qui peut avoir une dimension d'exclusion. Vous n'êtes pas sur la même Tandis ligne. que moi je reste convaincu que nul ne peut se prévaloir de ces questions spirituelles, personnelles, pour pouvoir ne pas respecter la loi, bien entendu, ou vouloir guider l'action public qui, par nature, doit rechercher le bien commun. Comment fait-on société ensemble, que nous soyons chrétiens, juifs, athées, laïcs, musulmans? C'est ça le défi. Et certainement celui qu'on vit à Bruxelles, une des villes les plus cosmopolites du monde. Alors, je voudrais vous interroger quand même un petit peu sur le rapport entre Wallons et Bruxellois, si vous voulez bien. Il y a des décisions bruxelloises qui ont fortement irrité les Wallons, ou des projets bruxellois qui ont fortement irrité les Wallons, y compris des gens de votre parti, qui n'ont pas mâché leurs mots sur le projet de taxe intelligente Smart Move, sur la destruction du viaduc Herman de Proux, et qui disent parfois, oui, non, mais les Bruxellois, ils sont sur leur île, ils n'écoutent pas les Wallons. C'est l'avis du bourgmestre de Namur ? Alors c'est un peu, à mon avis, à gros traits. Je pense qu'il y a un manque de dialogue, ça c'est très clair. Ouais. On a beau avoir des exécutifs francophones qui sont sans cesse parler, on voit que la concertation ne s'opère pas de manière optimale. Maintenant que Bruxelles aspire à prendre pleinement son destin en main, mais oui, 3 fois oui, Ouais. et elle doit le faire encore davantage. La taxe kilométrique qu'elle ne fait sur le- intelligente, c'était pas une bonne idée pour Bruxelles ? Je pense qu'il faut éviter de mettre en place un mécanisme qui va faire davantage fuir encore les entreprises de Bruxelles et qui iront s'installer en première couronne, singulièrement en partie flamande. Ouais. Par contre, qu'il y ait une évolution dans les modes de transport, que l'on puisse réguler peut-être cette taxation en fonction des heures, c'est un mécanisme qui n'est pas à jeter intégralement, mais je veux me prémunir, nous prémunir aussi sur une double peine qui pourrait être infligée à l'égard de celles et ceux qui vivent en milieu rural et qui n'ont pas les mêmes facultés de tram, de métro, de bus que celles que nous connaissons sur le territoire bruxellois. Alors, on prend une dernière question avec Camille Payot. Alors une question sur les langues. L'internaute Marc se demande quand le parti Les Engagés sera-t-il bilingue, au moins à Bruxelles, car il estime qu'il serait logique de pouvoir ouvrir le dialogue vers la Flandre et vers les Bruxellois biculturels, surtout si le parti se veut plus centriste et prône plus d'égalité. Alors, Je pense que c'est un parti francophone, Les Engagés ? Nous sommes un parti francophone, bien entendu, et je pense que la question de la maîtrise de langue, elle se pose de manière bien plus large que simplement dans la sphère politique. Moi, je suis parfois désespéré de voir aussi la difficulté de maîtrise des langues néerlandaises certainement, anglaises aussi, d'une série de francophones. Faut-il tous les blâmer? Non, il faut certainement faire en sorte d'upgrader, pour le dire en mauvais français, leur capacité de maîtrise des langues. Dans la sphère politique, il n'est pas normal qu'il y ait si peu de personnes aussi bilingues dans les enceintes parlementaires, jusque certains de nos ministres qui peinent à pouvoir utiliser la langue de Vondel. Donc je pense qu'on doit pouvoir réellement se saisir de cette question linguistique comme une cause nationale, parce que c'est un enjeu de cohésion territoriale et de cohésion sociale. Ouais, mais est-ce que le CDNV, ce sera le parti correspondant, frère, cousin, plus ou moins éloigné, des engagés? Ou est-ce que vous êtes en train de rompre les liens? D'abord, les liens ont été déjà historiquement rompus par une série de votes que nous avons effectués, notamment lorsqu'il s'est agi de refinancer l'enseignement en communauté française pour Bruxelles et la Wallonie, et auquel le CDNV a peu goûté. Maintenant, c'est clair que le CDNV restera notre interlocuteur privilégié, celui avec lequel on se sentira peut-être plus complice, mais plus pour des questions liées à une doctrine démocrate chrétienne, mais simplement parce que nous avons aussi, tous les deux, ce profil de formation centriste susceptible de pouvoir équilibrer un pays dont le Sud tire de plus en plus à gauche jusqu'à l'extrême gauche et le Nord à droite vers l'extrême droite. Donc on a besoin de cet élément stabilisateur que sont les partis centristes. Quand le CDNV permet par exemple à Grimbergen, à un bourgmestre d'extrême droite, de devenir bourgmestre,
Je le regrette et le condamne. Vous le condamnez. Ça, Bien vous n'êtes sûr. pas d'accord avec Samir Mehdi. C'est pas en tout cas, franchement, ce que j'attends d'une formation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Personne n'a apporté son soutien pour pouvoir mettre en tête de pont un responsable, quel qu'il soit, d'extrême droite. Une dernière question. La circonscription fédérale, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est proposée par l'Open VLD, ce serait une bonne idée ou pas ? Alors, le principe de pouvoir permettre aux francophones néerlandophones, qu'ils soient wallons, bruxellois ou flamands, de pouvoir émettre une opinion, un vote, pour pouvoir effectivement éviter que les leaders politiques ne s'adressent finalement qu'à leur territoire localisé, on y souscrit. Par contre, on ne croit pas du tout à cette circonscription fédérale telle qu'elle est proposée. Ce que les engagés proposent, c'est de donner une voix supplémentaire à chaque Belge pour pouvoir voter alors pour des listes de l'autre communauté linguistique. On voterait 2 fois. On voterait au même moment, évidemment, on voterait pour le député de sa propre circonscription et puis on émettrait un vote pour quelqu'un du CDNV, du VLD, de Vaureuil, de Et ça Groen, etc. impacterait le résultat de l'autre côté. Ce qui permettrait effectivement d'avoir un impact de l'autre côté, ce qui éviterait cette promesse qui ne tiendra jamais la route, vous l'avez vous-même dit en introduction, puisqu'il n'y aura pas 2/3 des votes pour la soutenir, d'une nouvelle circonscription fédérale, mais qui par contre, parce que chaque francophone pourrait voter avec une influence en Flandre et inversement, ferait en sorte que les élus, singulièrement du gouvernement fédéral, mais aussi du Parlement, puissent se préoccuper davantage de l'autre opinion publique. Et on éviterait aussi le biais de 60% de flamands, 40% de francophones, que le mécanisme de l'Open VLD ne permettrait pas d'éviter. Merci Maxime Prévost, merci vous en d'avoir prie. été notre invité.